Bonjour à toutes et tous. Forum Events est heureuse d'organiser cette première conférence de 2020 et vous souhaite une excellente année. Si votre bonne résolution est de persévérer dans le sport ou même de débuter le sport, alors vous vous trouvez au bon endroit. En effet, nous allons vous parler ce soir de la persévérance dans le sport, et ce en compagnie de Madame Rim Ridan, quintuple championne de France, une fois championne d'Europe et double championne du monde de boxe française. Sa devise, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Dès l'âge de 6 ans, Rim Ridan commence le karaté, suivant le modèle de ses frères aînés. Elle obtient la ceinture noire et s'épanouit dans ce sport de combat. Mais, alors en classe de terminale, lors du championnat de France, elle est grièvement blessée, traumatisme crânien. Son neurochirurgien est formel, elle doit arrêter le karaté. Après 2 années de convalescence et sans pratique sportive, elle décide alors de se lancer dans la boxe française. Aujourd'hui, elle affiche le palmarès hors norme qu'on lui connaît. Si tu peux le rêver, tu peux le faire. Rim Ridan ne s'arrête pas là. En 2017, elle obtient le diplôme d'hypnothérapeute et partage dès lors son expérience avec les joueurs de Ligue 1 du SCO d'Angers en tant que préparatrice mentale. Elle est aussi marraine de l'association Run Eco Team, à l'initiative écologique et sportive qui permet de recycler des déchets en fonction d'une distance courue. Alors que vous soyez fan de boxe française, curieux de connaître les habitudes d'une championne internationale ou simplement en quête de motivation et de persévérance pour l'année 2020, je vous prie d'accueillir comme il se doit Madame Rim Ridan. Merci Pierre Gelène pour cette belle introduction. Donc bonjour Rim Ridan. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir ici parmi nous à Cage Business School. Donc sans trop tarder, nous allons commencer cette conférence avec une série de questions. Donc tout d'abord, on aimerait un peu savoir plus sur votre carrière professionnelle. Donc, pour reprendre ce qui a été dit par Pierre, vous êtes quintuple championne de France, de boxe française, une fois championne d'Europe et double championne du monde. Votre devise est « Si tu veux le rêver, tu peux le faire ». Donc, on aimerait savoir quel était votre rêve à l'origine, lorsque vous avez commencé la boxe. Et est-ce que vous imaginez-vous déjà championne de boxe, enfin, vous le visualisez au moins déjà, lorsque vous avez débuté? Alors, quand j'ai commencé la boxe française, je sortais donc, comme ça a été dit dans l'introduction, d'un traumatisme crânien. En fait, j'ai pris un coup au visage au karaté, j'ai perdu connaissance, mais j'avais des micro-lésions au niveau du cortex cérébral. Donc les médecins m'ont dit, bon écoute Rim, si tu continues, en fait, tu vas finir dans un fauteuil, donc tu arrêtes. Bon. Et suite à ça, ça a été une période très compliquée. Et puis derrière, j'ai eu l'occasion et l'opportunité de pouvoir commencer la boxe. On en parlera tout à l'heure, je suppose. C'est pour ça que je m'étale pas sur le sujet pour l'instant. Et quand j'ai commencé la boxe, en réalité, j'ai commencé à l'université, en fac de sport, donc en STAPS. Et à ce moment-là, j'avais pas vraiment d'objectif en tant que tel. En tout cas, l'objectif, c'était vraiment de me reconstruire. C'était vraiment de trouver quelque chose qui m'animait en fait. Et lorsque j'ai commencé la boxe française, j'avais encore en tête un petit peu le karaté, et donc par conséquent, c'était pas quelque chose qui me donnait envie d'aller de l'avant, vraiment. Mais par contre, c'était quelque chose qui me procurait la sensation d'être vivante. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis 2 ans. Donc c'était plus la raison pour laquelle j'ai commencé la boxe, ça a été plus pour me sentir en vie plutôt que pour faire du sport et avoir un objectif de championne du monde. Voilà. Donc nous allons rester sur la carrière de boxeuse et revenir sur une partie un peu difficile que vous venez d'évoquer, donc votre traumatisme. En effet, votre étudiant terminale, donc vous avez durant une position de karaté, vous avez pris un vélo et vous avez subi un traumatisme crânien. Vous avez dû arrêter le karaté et pendant 2 ans, vous consacrez à votre convalescence pour ensuite enchaîner la boxe française et reprendre le sport. Donc, je vous cite, d'après vous, ce choix relève de l'instinct de survie. Pour quelles raisons est-ce que vous avez décidé de prendre un tel risque et pourquoi la boxe française? Alors avant tout, est-ce que je suis malade? J'ai venu vous voir, mais ça fait 3 jours que j'ai la crève. Donc comme quoi, j'ai fait la route pour au moins. Persévérance. Exactement, persévérance. Pourquoi avoir pris le risque de reprendre le sport malgré les contre-indications du médecin? Et pourquoi avoir fait le choix de la boxe française? Alors,
Pourquoi les contre-indications du médecin? Parce que à ce moment-là, quand j'étais... Désolée. Lorsque j'étais à cette période où vraiment c'était difficile pour moi, j'étais chez moi, et puis la seule chose que je me disais, c'est qu'en fait j'étais inutile. Et quand on se sent inutile, bah décidément c'est pas possible. Je pense que c'est bon. Merci, c'est gentil. Donc oui, quand on se sent inutile, en fait, quand on se sent seul, parce que les gens autour de soi ne comprennent pas la souffrance et la douleur qu'on ressent, eh bien, plus rien n'existe, vraiment. J'en étais arrivée à un stade de ma vie où j'avais qu'une seule question en tête, qui était on t'a dit que tu étais inutile scolairement, on t'a dit que tu étais inutile sportivement, on t'a dit que tu étais inutile tout simplement parce que tu peux pas sortir de chez toi et donc tu es en relation avec personne à l'autre. En tout cas, dans tous les domaines qui sont importants pour toi, finalement, aujourd'hui, on te dit que tu es inutile. Et donc, la conclusion, quand on en arrive à ce stade, quand on arrive à nous dire qu'on est inutile, c'est tout simplement de se dire que puisqu'on est inutile, alors autant tout arrêter. Et pendant cette période de ma vie, j'ai pensé à me suicider. C'est dur hein, comme terme, mais je le dis aujourd'hui en conférence, j'ai mis beaucoup de temps avant de l'accepter, avant de le dire, parce que d'une part, c'est tabou, et d'autre part, il faut être en mesure d'accepter ses pensées et ses émotions. Et on sait à quel point c'est pas toujours évident. Donc arrivé à cet âge-là, pour remettre un petit peu les choses dans le contexte, j'étais adolescente. Hein. Je sortais de l'adolescente, j'avais 17-18 ans quand j'ai eu mon trauma crânien. Et donc par conséquent, en réalité, on n'est pas construit. Hein. Quand on a cet âge-là, on n'est pas construit, on est en recherche identitaire. Et la seule chose sur laquelle on peut s'appuyer, c'est 1, les amis, 2, la famille, 3, les activités qu'on a autour de nous. Et lorsqu'on n'a plus tout ça, ben en fait on n'a plus rien. On n'a plus rien. Et quand on se sent seul et inutile, ben en fait on ne sert à rien. En tout cas on a l'impression de servir à rien. Et en fait, ben, tout simplement quand j'ai eu l'occasion de reprendre la boxe, quand j'ai eu l'occasion de me dépasser, d'être animée par quelque chose, ça a été vraiment pour moi une résurrection en fait. Vraiment. Ça a été vraiment pour moi un échappatoire et de me dire peut-être qu'en réalité tu peux être utile quelque part. Peut-être qu'en réalité en choisissant de te battre, en choisissant de persévérer dans une voie dans laquelle jusqu'à présent tu pensais ne pas pouvoir aller, peut-être qu'en réalité tu vas pouvoir devenir quelqu'un et peut-être que tu vas pouvoir devenir utile. C'était vraiment comme ça que je pensais la chose en fait. Voilà. Et puis petit à petit, donc comme vous le disiez, petit à petit j'ai persévéré. J'ai commencé la boxe à l'université. Et puis, j'ai rencontré, parce que c'est très important, les gens qu'on rencontre, je pense qu'on doit vous le dire quotidiennement, et c'est important. Mais on ne se rend pas compte à quel point ça peut l'être. Le réseau, c'est quelque chose d'indispensable, de primordial sur bien des plans. Le premier, évidemment, professionnel, c'est important. Mais le second, c'est socialement. Parce que j'anticipe avant que ça se passe encore un tout à l'heure. Pourquoi c'est important, c'est primordial même socialement? Tout simplement parce qu'en réalité, à travers l'autre, on se découvre. L'autre nous permet de nous construire. L'autre nous permet de savoir qui l'on est
et quelles sont nos lacunes, quels sont nos axes d'amélioration et quels sont nos points forts. Tout simplement parce qu'en réalité, on attire uniquement les personnes qui nous ressemblent. C'est faux de croire que les contraires s'attirent, hein. Que les choses soient claires. En réalité, on attire uniquement les gens qui nous ressemblent, tout simplement parce qu'à travers l'autre, quand vous dites à quelqu'un « je t'aime bien », vous ne dites pas « je t'aime bien », vous dites « j'aime bien parce que tu me ressembles ». C'est ça que vous dites. Hein. J'aime bien qui tu es parce que tu me ressembles. Ah, il est gentil, oui, parce que j'aime quand je suis gentil. Ah, il est généreux. Ah oui, j'aime quand je suis généreux. Et faites attention à ça, en réalité, les qualités que vous mettez en avant chez les autres, c'est les qualités que vous aimez pour vous-même. Voilà. Et donc, la relation à l'autre permet vraiment de se rendre compte de qui on est. Et en cela, c'est tellement important d'être au contact de l'autre, d'être animé par la volonté de transmettre et de recevoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que comme la question de tout à l'heure, qui était par rapport à l'hypnose, la raison pour laquelle je me suis orientée vers l'hypnose, en fait, ça a été d'une part pour comprendre ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas en fait ce qui m'arrivait dans ma tête, et donc je voulais vraiment savoir ce qui se passait. Ce qui se passait, pourquoi ça ne fonctionnait pas en fait. Pourquoi je ne pouvais plus rien faire, pourquoi je souffrais, pourquoi j'avais mal physiquement, et pourquoi mon cerveau ne voulait pas me faire faire ce que j'avais décidé de faire. Oui. Et la deuxième raison, je pense qu'on verra dessus aussi, mais la deuxième raison, c'est surtout parce que je voulais faire prendre conscience aux gens que si moi j'ai réussi, eh bien les autres peuvent y arriver. Et je voulais leur transmettre mes outils, leur transmettre les méthodes que j'avais et tout ce que j'avais découvert au fur et à mesure à travers l'hypnose en fait. Voilà, j'ai répondu. Merci pour ce retour sur votre passé difficile mais que vous arrivez à surmonter malgré tout. Donc, étant maintenant sportive à haut niveau, vous avez fait beaucoup de combats, j'imagine, et donc, s'il devait y avoir un combat représentatif marquant de votre carrière, laquelle serait-ce et pourquoi? Alors, sans hésiter, vous allez rigoler, sans hésiter, c'est la finale des championnats d'Europe. C'est la finale des championnats d'Europe pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'était une Russe. Et les Russes tapent fort. Du coup, ça a été... alors, en boxe française, pour ceux qui ne savent pas, il y a deux disciplines. Il y a l'assaut et le combat. L'assaut, c'est de la touche, donc c'est toucher plus que l'autre et plus vite que l'autre. Et le combat, c'est de l'efficacité, c'est du chaos. D'accord? Moi, je fais les deux. Mais mon titre de championne d'Europe, celui dont je vous parle, c'était en assaut. Donc en assaut, en fait, en théorie, le contact est interdit. Sauf que là, en fait, c'était ma première compétition à l'international, hein, finalement, puisque je venais de gagner le championnat de France, c'était ma première compétition à l'international. Et puis je me retrouve en face de donc, cette Russe. Et elle me met un premier coup. Et là, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je me dis, mais on est en combat, on est en assaut, donc bon. Déjà, il faut s'adapter. Donc là, ça a été très complexe pour moi. Ça a été la première partie, mais la deuxième et la plus intéressante, ça a été ce moment où je suis montée sur le podium, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où l'assaut s'est arrêté, j'ai pris conscience que j'étais championne d'Europe et j'ai pris conscience qu'en réalité, j'avais atteint l'objectif que je n'avais pas pu atteindre au karaté. Et ça a été mon deuil. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai été en mesure de faire la transition entre ma vie passée et ma vie présente. Et ça a été vraiment une émotion très très forte parce qu'à ce moment-là, j'ai été accompagnée des gens qui m'aimaient, ma famille était présente, mes amis étaient présents. Et puis j'ai vraiment eu l'impression d'être libérée d'un poids en fait. Vraiment d'être libérée de quelque chose qui jusqu'à présent me pesait. Et en gagnant cette finale des championnats d'Europe, ça a
ce moment d'illumination, en fait. Voilà. Et après, la Marseillaise. La Marseillaise, tu vois, sur le podium, c'est assez incroyable. Vraiment, quand vous montez sur le podium et que tout le monde vous regarde et qu'on met l'hymne national pour vous, parce que vous allez gagner, bah, les émotions sont juste incroyables, en fait. Même en vous en parlant, en fait, j'ai encore les émotions qui remontent parce que ça a été un moment absolument magnifique. Après, lorsque j'ai gagné les championnats du monde, évidemment, on ressent la même chose. Mais quand on le ressent pour la première fois, qu'on le vit pour la première fois, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Voilà. Eh bien, merci. Et du coup, nous avons pu voir durant votre événement, vous êtes quelqu'un d'extrêmement positif, vous savez aller de l'avant. Et justement, la question que l'on peut se poser, c'est comment vous parvenez à rester si persévérante et pleine d'optimisme lors des phases d'entraînement rudes ou à ce que les entraînements soient particulièrement difficiles, voire qu'il y ait des défaites. Alors, oui, en effet, il paraît que je suis positive. Moi, je ne m'en rends pas trop compte, en fait, hein, parce que c'est comme ça que j'avance. Je pars du principe. C'est ce que j'explique souvent en conférence, lorsque j'anime des conférences en entreprise ou autre. Je pars du principe qu'il y a plein de choses. Je vais reprendre depuis le début. Lorsque j'ai eu mon traumatisme crânien, tout s'est écroulé, comme je vous l'ai dit, et je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait et j'estimais que c'était injuste. J'estimais qu'en réalité, la raison pour laquelle tout ça s'écroulait autour de moi, c'était simplement parce que le monde ne m'aimait pas. Vous savez, il y en a beaucoup qui pensent comme ça, qui pensent qu'en réalité, c'est jamais de leur faute. Et puis, quand on avance dans la vie, quand on fait des recherches, quand on commence à se documenter un petit peu, à se renseigner à droite à gauche, et qu'on commence à voir les choses, ou à choisir de voir les choses différemment, on se rend compte qu'on attire uniquement ce qu'on choisit d'attirer. C'est assez phénoménal. Et je dis souvent en conférence que notre monde extérieur reflète notre monde intérieur. Je vais vous donner un exemple qui parle souvent, ça parle bien généralement. Vous vous levez le matin, et puis vous préparez votre café, votre chocolat, votre thé, vous faites tomber votre tasse. Vous commencez à vous énerver un petit peu. Okay, et puis vous allez vous préparer, et vous vous cognez dans le coin de la table, et vous vous agacez encore. Et vous êtes encore plus en colère. Okay, vous êtes avec vos colocs, ou alors votre famille, vos amis, enfin bref, à la maison. Et puis ils vous disent un truc qui vous énerve. Et là, vous agacez encore plus. Et la première chose que vous vous dites, c'est « j'aurais dû rester au lit ». Okay, et vous dites « de toute façon, au vu de la manière dont la journée a commencé, on peut être certain qu'elle va mal se terminer ». Ça vous parle un petit peu? Ouais, ok. Et toute la journée, il se passe une succession de choses qui potentiellement vous vous énervez, alors qu'en théorie, dans une journée normale, où vous n'avez pas renversé votre café et que vous n'êtes pas cogné sur le coin de la table, ça ne vous aurait pas énervé. Ok? Vous rentrez chez vous, vous êtes tellement en colère, vous vous dites vraiment quelle journée pourrie, j'aurais mieux fait de rester couché, mais peut-être que ce sera mieux demain. Ok? Si vous reprenez la situation et maintenant vous positivez à chaque fois, je peux vous garantir qu'en réalité, votre journée sera totalement différente. C'est exactement ça que j'essaie de faire comprendre aux gens. C'est qu'en réalité, la vision qu'on a du monde, c'est uniquement la vision qu'on choisit d'en avoir. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout simplement, à partir du moment où j'ai pris conscience de quelque chose d'absolument incroyable, qui était que échouer, c'est simplement une nouvelle chance d'y arriver. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, échouer, ça signifie simplement qu'on n'a pas trouvé la bonne solution pour y arriver. C'est pareil, ça, en conférence, je l'explique, notamment en prenant des exemples. Je pense que vous devez connaître ces exemples-là. Il y a une personne à qui on a refusé Polytechnique de Zurich, parce qu'on lui a dit qu'il était nul, vraiment qu'il n'y arrivera jamais dans la vie. Une personne à qui n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 4 ans, qui n'a pas lu jusqu'à l'âge de 7 ans. C'est la même personne. Albert Einstein.
Voilà, c'est une personne qui, vraiment, on lui a dit qu'il serait rien dans sa vie, qu'il n'y arriverait jamais, qu'il serait inutile. Il y en a une autre que vous connaissez, à qui on a refusé plus de 30 maisons d'édition. On lui a dit que de toute façon, ce serait un écrivain absolument nul, incompétent, et que quoi qu'il fasse, elle n'arriverait jamais à rien. J.K. Rowling, Harry Potter. Regardez où on en est aujourd'hui. Tout ça pour vous dire quoi? Que tout simplement, toutes ces personnes, en fait, si elles avaient arrêté au premier échec, si elles n'avaient pas persévéré, on ne saurait même pas qui elles sont. Et qu'en réalité, le fait d'avoir persévéré leur a ouvert de nouvelles pistes, de nouveaux chemins de réflexion, de nouvelles voies pour trouver la solution. Et la persévérance, c'est ça. C'est de se dire qu'en réalité, oui, on a échoué, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi? À quoi ça sert? Et en quoi c'est bien? Parce qu'on ne se construit pas dans la réussite. Dans la réussite, c'est facile. On se construit dans l'échec. C'est quand on échoue qu'on sait qui on est, ce qu'on vaut et ce qu'on peut devenir. Et quand on fait ça, quand on part de ce principe-là, alors on avance. Voilà. Donc si j'ai bien compris, selon vous, penser positive, ça relève d'un choix. Mais par contre, par exemple, face aux effets plus biologiques, physiologiques comme le stress, par exemple, on n'a des fois pas trop le contrôle. Comment vous faites pour surmonter le stress avant une rencontre importante? Alors, le stress c'est une construction, pour information. Le stress c'est une construction. C'est-à-dire que par exemple, vous avez des gens qui vont stresser pour quelque chose et d'autres qui vont stresser pour autre chose. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont été ou elles ont été construites, elles ont été programmées de manière à stresser plus ou moins d'une manière ou d'une autre. Je vais vous donner un autre exemple. Je fonctionne beaucoup, par exemple, ça permet d'illustrer et de visualiser, d'entendre, de ressentir. C'est quelque chose qui est très important. Vous avez, un jour j'ai vu un documentaire à la télé qui m'a particulièrement, que j'ai particulièrement apprécié. Vous aviez un reporter qui était là et qui faisait un reportage sur une tribu en Amazonie. Et puis, il y avait un enfant qui était là, qui se baladait et qui monte en haut d'un arbre et qui marche sur une branche. Et puis, le reporter regarde dessus, et puis il regarde la maman de cet enfant, et elle lui dit « Mais vous n'avez pas peur, vous n'êtes pas stressé pour votre fils ?» Et lui, d'ailleurs, il n'est pas très stressé non plus. Et la dame n'avait pas compris la question. Elle n'avait pas compris la question, qui était « Mais elle a répondu « Mais pourquoi voulez-vous que je stresse ?» Tout simplement parce que pour elle, elle n'était pas programmée à ce que le fait qu'il monte dans un arbre pouvait être potentiellement quelque chose de dangereux. Donc par conséquent, il n'y a aucune raison de stresser. C'est ça pour te vous dire qu'en réalité, le stress, c'est une construction. Okay. Mais une fois que c'est construit, comment le gérer? Le stress, c'est un processus qui est mis en place, c'est une émotion qui est mise en place à partir du moment où on se projette. Okay. C'est-à-dire qu'on ne stresse jamais sur l'instant présent. Là, on peut stresser sur l'instant présent, mais pourquoi? Parce qu'on va imaginer. Si j'imagine que vous êtes en train de me regarder et que vous vous dites que mon discours est totalement obsolète, alors potentiellement je peux stresser. Si j'imagine que après je vais sortir de cette salle et qu'il va m'arriver quelque chose de dramatique, alors je vais stresser. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous pensez à votre examen de demain, alors potentiellement vous pouvez stresser. Mais si vous pensez à vous, là, assis sur la chaise maintenant, en train de m'écouter, vous ne stressez pas. Si vous êtes à l'instant T et que vous n'imaginez rien d'autre que l'instant T, alors vous ne stressez pas. On ne stresse que lorsqu'on imagine. On ne stresse que lorsqu'on projette nos pensées, en fait. Donc la réponse est, si on ne se projette pas, si on n'imagine pas vivre quelque chose de désagréable, alors on ne stresse pas.
c'est quelque chose, c'est vraiment un mécanisme à mettre en place. Hein. C'est vraiment quelque chose qui doit être fait au fur et à mesure du temps, et ça se fait pas en un claquement de doigts. Hein. Mais c'est un processus qui fonctionne très très bien, et avec lequel notamment, c'est le genre de processus que je mets en place avec les sportifs que j'accompagne, par exemple. Quand je suis plus. Et quelle question tout à l'heure. Voilà. J'ai répondu? Oui. Eh bien, après avoir abordé du coup, de manière exhaustive notre persévérance dans le sport et dans votre état d'esprit, nous allons nous orienter vers la persévérance dont vous faites preuve au quotidien. Notamment le fait que, outre la persévérance que je vous ai faite sur le ring, il existe sans doute une persévérance plus quotidienne, que ce soit à travers des entraînements réguliers ou une hygiène de vie extrêmement stricte, afin de fournir toujours les meilleures performances possibles. À quoi est-ce que ressemble, d'après vous, le quotidien d'un sportif de haut niveau, voire de très haut niveau? Alors, c'est une bonne question. Le quotidien d'un sportif de haut niveau n'est pas celui auquel vous pensez. Un sportif de haut niveau a le droit de se faire plaisir. Pour vous donner ma journée type, parce que je pense que c'est c'est un des axes de réponse à la question. Je me lève le matin, je m'entraîne, je vais m'entraîner, et puis ensuite je vais travailler. À midi, je mange comme tout le monde, et puis je retourne m'entraîner, je retourne travailler, je retourne m'entraîner. Je ne fais pas la fête. Et je vais me coucher. D'accord? Ce que je mettrais derrière la réussite d'un sportif de haut niveau, c'est la persévérance, certes, mais c'est aussi et surtout la rigueur, en fait. Quelqu'un qui n'est pas rigoureux, un sportif qui n'est pas rigoureux, ne peut pas performer. Pourquoi? Tout simplement parce que on ne peut pas être persévérant sans être rigoureux. On peut pas être persévérant sans être rigoureux. Et on ne peut pas être rigoureux si on n'a pas la notion de persévérance derrière. Un sportif qui se lève le matin ou qui rentre de l'entraînement le soir et qui préfère aller faire la fête plutôt qu'aller se reposer, c'est un sportif qui va se lever en étant fatigué. Donc c'est un sportif qui va être moins performant lors des entraînements, qui potentiellement va accumuler de la fatigue physique, fatigue psychologique, fatigue émotionnelle, fatigue psychique. Le corps va le ressentir, les muscles vont le ressentir, et donc par conséquent, on va engendrer une blessure. Voilà. Généralement, les gens, quand ils se blessent, ils se posent la question en se disant « Ah mince, j'ai pas de chance ». Non, une blessure arrive toujours, et bien souvent, en amont de la blessure. C'est-à-dire qu'on aurait pu éviter la blessure. Tout simplement parce qu'on ressent une petite gêne, parce qu'on se sent un peu fatigué, etc. Et la rigueur, c'est aussi ça. C'est savoir s'écouter, c'est savoir se connaître, c'est savoir se comprendre et savoir agir en conséquence. Donc en réalité, au-delà d'une journée type, comme celle que je vous ai exposée tout à l'heure en premier plan, en réalité, ce qui est important chez un sportif de haut niveau, et puis même pour moi, je mets souvent en parallèle les sportifs de haut niveau et les chefs d'entreprise. Parce que quand j'ai l'occasion d'intervenir avec eux, eh bien, je me rends compte à quel point, en réalité, un chef d'entreprise est un sportif de haut niveau. Hein. C'est-à-dire qu'il doit tenir malgré la fatigue, malgré les doutes, malgré la difficulté relationnelle. Pour un sportif, ça va être ses coachs, ça va être les adversaires, etc. Pour un chef d'entreprise, ça va être en réalité les employés, les partenaires, les interlocuteurs qui sont plus ou moins différents en fonction du domaine de compétences. Voilà. Et en réalité, le sportif de haut niveau et le chef d'entreprise ont vraiment la même rigueur et ont vraiment la même persévérance. Sinon, ils ne performent pas dans un domaine ou dans l'autre. Voilà. J'ai répondu? Oui, peut-être. Donc, d'ailleurs, on comprend bien que le sport fait partie,
fait une partie. Mais en réalité, quand on aime bien faire quelque chose, on le fait bien. Quand on aime faire quelque chose, on le fait bien. Et en fait, ce que ça représente pour moi, la boxe aujourd'hui, c'est vraiment du plaisir. C'est un exutoire, c'est du plaisir, c'est certes des titres, certes une médiatisation, certes tout ça, un tremplin pour tout ce que je fais aujourd'hui, parce que ça a été un véritable tremplin, hein, que ce soit médiatique, que ce soit professionnel ou quoi que ce soit, vraiment. Mais au-delà de ça, je pense que si je continue à performer aujourd'hui, et si je continue la compétition, et si je continue à exercer en tant que boxeuse, c'est vraiment parce que je prends du plaisir. Vraiment. J'aime ça. Ouais. Du coup, pour rester sur cette notion de vouloir toujours performer de plus en plus, nous allons passer à quelque chose qui anime notre quotidien depuis assez peu de temps, qui est l'hypnose. Bien que vous ayez commencé à l'aborder tout à l'heure, en 2017 ou 2016, vous avez obtenu votre diplôme d'hypnothérapeute et vous mettez à profit l'hypnothérapie pour entraîner les sportifs de haut niveau, ce dont nous parlerons tout à l'heure. Avant toute chose, nous aimerions savoir comment est-ce que vous avez découvert l'hypnose et surtout est-ce que vous avez des applications concrètes de cette discipline dans votre carrière ou dans votre quotidien à nous partager. Alors, j'ai découvert l'hypnose, donc comme je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, j'ai découvert l'hypnose suite à mon traumatisme. En fait, j'ai eu, donc quand j'étais plus jeune, j'ai eu mon trauma crânien. Et puis ça a été très difficile. Et ce qui est difficile, en fait, c'est l'inconnu. Hein. C'est l'inconnu, c'est de ne pas comprendre. C'est de ne pas comprendre pourquoi on ne peut pas agir sur son corps, pourquoi on ne peut pas le contrôler, surtout quand on est sportif, en fait, ou quand on est à la recherche d'ambition, etc. C'est vraiment ça, c'est de se dire, mais c'est mon corps, c'est mon esprit, et malgré ça, j'arrive pas à le contrôler, il est plus fort que moi. C'était ça, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que j'avais beau tout essayer, ça ne fonctionnait pas parce que je ne le contrôlais plus. Et à ce moment-là, la question que je me suis posée, ça a été, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête pour en arriver à ce stade? Au stade de l'abandon, en fait. Voilà, j'étais à un stade où vraiment j'avais envie d'abandonner. Et petit à petit, donc j'ai repris avec la boxe, etc. Et j'ai eu la chance et l'opportunité, comme je vous le disais tout à l'heure, l'importance des rencontres, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des personnes comme Daniel Debex, qui est le fondateur de l'école centrale d'hypnose où j'ai fait mon école et ma formation, et avec qui est le premier hypnothérapeute français, la première personne à avoir amené l'hypnose en France. Voilà. Et lorsque je l'ai rencontré, je lui ai expliqué un petit peu tout ce qui s'était passé, je lui ai expliqué la raison pour laquelle je comprenais pas ce qui se passait dans ma tête et tout ça, j'étais plus âgée. Et il m'a dit, écoute Rim, si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe dans ta tête, eh bien, viens me voir en fait, viens me voir. Donc j'ai été à une de ses conférences, et puis là ça a été assez incroyable. Vous savez, l'hypnose c'est fascinant quand même, on se dit c'est magique, c'est pas magique du tout, hein. C'est très scientifique en fait. Et je suis arrivée à cette conférence et j'ai vu Dan Debex, en train de faire croire à des gens qui étaient en train de manger une banane, qui mangeaient des citrons. Et je me suis dit, mais c'est incroyable ce truc. Enfin, comment il fait ça? Comment c'est possible de contrôler le cerveau à ce point-là? Si j'avais su comment faire, peut-être que, en réalité, j'aurais pas autant souffert. Et peut-être qu'aujourd'hui, en contrôlant ça, et en étant à même d'utiliser cette technique et cet outil, je vais pouvoir aider les gens à mieux gérer leur état physique, leur état émotionnel, et leur transmettre des choses qui leur permettront d'avancer et de se sentir bien, de se sentir épanoui, etc. Donc je suis allée à l'école centrale d'hypnose et j'ai fait le cursus. Voilà comment ça s'est passé. Maintenant, pour la deuxième question, qui est comment je m'en sers concrètement dans ma pratique de sportive, dans ma vie en général. Dans ma vie en général, je m'en sers beaucoup. Alors, je m'en sers beaucoup pour les championnats, je m'en sers beaucoup dans le sport, je m'en sers beaucoup à l'entraînement.
notamment sur la performance, c'est-à-dire, par exemple, comme on disait tout à l'heure, la gestion des émotions. Pas forcément du stress, mais j'ai stressé pendant longtemps. Maintenant que j'y pense, j'ai stressé pendant longtemps, et c'est vrai que ça m'a beaucoup servi aussi pour la gestion du stress. L'hypnose, c'est un outil absolument fabuleux. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en réalité, il traite tout ce qui est émotionnel. Tout ce qui est émotionnel, vous pouvez le traiter en hypnose. Gestion du tabac, enfin toutes les addictions, toutes les phobies, toutes les émotions négatives qui n'ont pas lieu d'être, et aussi tout ce qui est lié au conditionnement dans la vie de tous les jours. Par exemple, si on prend l'exemple du sport, et les sportifs, même si on reviendra tout à l'heure dessus, eh bien, l'acquisition d'un geste technique. C'est-à-dire que vous avez un geste qui ne passe pas, je dis n'importe quoi, prenons l'exemple d'un dribble. Un dribble, n'importe. Prenons l'exemple d'un dribble. Le dribble, vous savez le faire, vous l'avez conscientisé, vous savez exactement comment le faire, vous connaissez le schéma exact pour le faire, et pourtant vous n'y arrivez pas. Donc le blocage n'est plus physique, n'est plus technique, il est psychologique. L'hypnose va permettre de débloquer ça pour réussir à faire le geste. C'est pas magique, hein, c'est pas magique. C'est juste que on va aller chercher la cause, et derrière on va travailler sur la cause. Et à partir du moment où on travaille sur la cause, alors il y a des blocages. Pour les deuils, c'est pareil. Voilà. On va venir travailler sur la cause, et une fois qu'on a la cause, on débloque, et hop, ça fonctionne. Donc, dans beaucoup de domaines, en fait, je l'utilise vraiment dans beaucoup de domaines, que ce soit le sport, tous les jours. Dès qu'il y a un blocage émotionnel, j'utilise. Voilà. Merci. Donc maintenant, plus personnellement, avec du recul sur l'ensemble de votre carrière, quels sont selon vous les points que vous aimeriez améliorer ou ceux dont vous êtes particulièrement fiers? Sur ma carrière sportive ou sur ma carrière professionnelle? Les deux, voilà. Ok. Alors, j'ai pas de regret. J'ai aucun regret. Vraiment. Si je devais refaire, je referais exactement la même chose. Si je devais être reblessée, je serais exactement blessée de la même manière et je voudrais vivre exactement la même chose. Vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est la personne que je suis aujourd'hui, quoi. Si je n'étais pas passée par tout ça, je serais pas en face de vous aujourd'hui. Vous voyez ? Donc par conséquent, je pense pas à des points que j'aurais pu améliorer en tout cas, à ce moment-là. Parce que si ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. C'est pas du fatalisme, hein. Vraiment, parce que dans l'avenir, je ne vais pas me dire, bon bah si les choses doivent se passer, elles vont se passer. C'est pas ça que je dis. C'est que les choses passées sont passées. Et si elles se sont passées comme ça, c'est parce qu'elles devaient se passer comme ça, parce qu'elles m'ont permis de me construire aujourd'hui. Malgré tout ce que j'aurais voulu faire à ce moment-là, en fait. Voilà. Maintenant, pour les choses à améliorer aujourd'hui, il y en a plein. Il y en a plein, tout simplement parce qu'en réalité, si on ne cherche pas à s'améliorer, alors on ne progresse pas. Et si on ne progresse pas, on ne devient pas meilleur. Et si on ne devient pas meilleur, on n'atteint pas ses objectifs, en fait, tout simplement. Donc des objectifs, j'en ai plein, j'en ai énormément. Des choses à améliorer, j'en ai plein, j'en ai énormément. Et c'est pour ça que j'ai autant d'objectifs. Et puis dans ma carrière sportive, les points pour lesquels je suis particulièrement fière, je pense vraiment que c'est ça, en fait, ça a été cette capacité à m'adapter dans des situations difficiles. Alors pour refaire un petit peu le petit topo pour que vous soyez à même de comprendre, j'ai commencé donc par ce trauma crânien, et puis ensuite j'ai commencé la boxe, et puis à la boxe j'ai eu une côte cassée. Pendant la finale des championnats de France, j'ai boxé avec une côte cassée. J'ai gagné. J'ai eu une entorse à la cheville, j'ai boxé au championnat d'Europe avec une entorse à la cheville. J'ai eu une fissure au cervical, où j'ai eu un collier cervical pendant 3 mois. J'ai eu beaucoup de blessures en fait, et pourtant j'ai jamais abandonné. Et je pense que c'est ça en fait,
ce dont je suis le plus fière aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est d'être en mesure de pouvoir me relever à chaque fois et de trouver cette force, tout simplement. Et cette force, c'est quoi? C'est tout simplement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que rien n'arrive par hasard, et que si cette blessure est arrivée à ce moment-là, c'est pour me faire comprendre quelque chose. Et si c'est arrivé à ce moment-là, ça va me permettre de devenir meilleur. La seule question est en quoi et comment je veux devenir meilleur et comment je veux me servir de mon échec pour pouvoir me relever et avancer. Voilà. Il y en a qui vont vous dire, bah voilà, j'ai échoué, bah j'arrête. Et il y en a d'autres qui vont vous dire, bah j'ai échoué, certes, mais pourquoi j'ai échoué, comment, et comment je peux faire pour réussir. Et voilà. Et je pense que c'est vraiment ça que je veux encore plus développer et que je veux garder comme qualité, quoi. Vraiment. Ouais. Merci. Donc vous venez d'aborder le fait de toujours pouvoir se relever, toujours être meilleur, toujours pouvoir être de l'avant. C'est en quelque sorte votre credo, que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie sportive. Aujourd'hui, quelle serait votre principale source de motivation? Ma principale source de motivation, c'est la transmission. Vraiment, sans hésiter. Ce qui m'anime, c'est pour ça que je suis en face de vous en fait, ce qui m'anime, c'est de transmettre. J'aime transmettre, j'aime les gens. Voilà. J'aime transmettre, j'aime transmettre à travers la boxe, j'aime transmettre à travers l'enseignement, puisque j'ai commencé en étant prof de PS. J'aime transmettre à travers l'hypnose, j'aime transmettre à travers les conférences. Voilà, j'aime transmettre, vraiment. Je suis animée par ça. C'est quelque chose qui me permet d'avancer, qui me permet d'échanger, qui me permet de partager, qui me permet de m'améliorer. Donc c'est vraiment la transmission. Et je pense en réalité qu'on est tous faits pour transmettre. Quand on analyse aujourd'hui, ce que les gens aiment le plus, c'est de transmettre. Quand vous êtes avec vos amis, vous aimez partager vos idées. Vous aimez partager qui vous êtes et ce que vous faites. Quand des parents parlent à leur enfant, ils partagent, ils vont tout faire pour transmettre une bonne éducation, pour transmettre des valeurs, pour transmettre un bagage qui va permettre à l'enfant de grandir. Quand vous êtes chef d'entreprise, ce que vous aimez, c'est transmettre. Transmettre à vos employés, transmettre à vos partenaires, transmettre à travers votre entreprise. Quand vous êtes employé, ce que vous aimez, c'est transmettre à vos collègues et vous rendre compte que ce que vous avez fait, ce que vous avez transmis, eh bien en fait ça a servi. Donc je pense vraiment qu'on est fait pour transmettre. Ouais, je pense. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est vraiment ça. On est fait pour transmettre. Alors il ne faut pas hésiter à aller vers les gens, à transmettre, à aimer les gens, à partager. C'est comme ça qu'on avance, quoi. Vraiment, c'est comme ça qu'on avance, je pense. Ouais. Donc justement, au sujet de la transmission du vécu personnel à notre entourage, vous êtes devenue préparatrice en 2018 mentale pour le club de foot professionnel du SCO d'Angers, mettant donc à profit votre expérience pour faire bénéficier les autres. Donc en quoi consistent ces préparations et comment vous êtes parvenue à cette opportunité? Alors, en fait, j'ai eu la chance, l'opportunité, l'occasion de rencontrer le manager général du SCO, Olivier Piqueux, lors d'une soirée où il fallait transmettre, justement, puisque c'était une remise de récompense faite aux jeunes, en fait. Et on m'avait demandé de venir pour offrir ces récompenses. Et donc le manager général du SCO était là, et puis il a vu un film qui passe souvent sur moi, qui a été fait en 2016, si ma mémoire est bonne, sur ma première victoire au championnat du monde. Et suite à ça, il est venu me voir en disant « Écoute Rim, je veux travailler avec toi. » L'énergie que tu transmets, les valeurs que tu transmets, tout ça, en fait, je veux travailler avec toi. Donc on a échangé, j'ai eu l'occasion de rencontrer du coup derrière le président du SCO qui a validé. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à travailler ensemble tout simplement. D'une part, on a commencé par le centre de formation, donc les jeunes,
Et puis ensuite, et aujourd'hui, avec uniquement les pros. Voilà. Et la deuxième question qui était comment vous êtes parvenu à cette opportunité? Et du coup, vous avez répondu. En quoi consiste cette préparation exactement? Alors, on est sur une préparation individuelle. Ils viennent une fois par semaine en général, ou une fois toutes les 2 semaines. Et puis ensuite, on va dans un premier temps cibler les objectifs, leurs objectifs d'amélioration. Ça peut être travailler sur la concentration, ça peut être travailler sur la motivation, sur la cohésion d'équipe, sur une émotion en particulier sur le terrain, baisse d'énergie par exemple. Ça peut être un retour de blessure, l'appréhension à revenir sur le terrain. Ça peut être beaucoup de choses en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est lié en fait au psychologique. Voilà, on va cibler l'objectif et puis derrière, on va utiliser des outils, des méthodes de manière à ce que ce soit efficace pendant l'entraînement, pendant les matchs, et donc des outils spécifiques à l'hypnose, hein, bien sûr. Et puis derrière, on va faire des bilans pour savoir est-ce que oui ou non ça a fonctionné, comment, pourquoi, est-ce qu'on a ciblé les bons objectifs, comment améliorer encore davantage, si ça a bien fonctionné, est-ce qu'il y a d'autres objectifs à travailler, oui, non, s'il n'y en a pas d'autres, auquel cas le joueur reprend tranquillement et le jour où il a envie de revenir, il revient. Si jamais il y a encore d'autres choses à travailler, eh bien on le travaille. Voilà, c'est vraiment, on travaille de cette manière-là. Mais en réalité, on travaille de cette manière-là avec tout le monde, avec les sportifs, oui, avec des patients non sportifs, sur tout ce qui est, ce que je disais tout à l'heure, toutes les problématiques, avec les chefs d'entreprise, vraiment avec tout le monde. Le premier temps, c'est cibler un objectif, et puis derrière, on va aller chercher à améliorer l'objectif, et puis enfin faire un bilan. Et à travers ce bilan, faire émerger potentiellement d'autres axes de traitement ou d'autres objectifs pour continuer à avancer ensemble. Voilà. Et du coup, comme on a pu le voir avec les sportifs, mais également avec les personnes présentes dans la salle ou les personnes avec qui vous avez déjà fait des conférences, vous êtes une figure inspirante, que ce soit à travers vos étapes de vie, vos accomplissements, vos sportifs et professionnels, ou simplement votre état d'esprit. Mais est-ce que vous, il y a quelqu'un qui vous a inspiré dans votre carrière ou qui continue de vous inspirer? Alors moi, il y a beaucoup de monde qui m'inspire en fait. Ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime le partage, j'aime découvrir et j'aime découvrir à travers les gens. Voilà. Et à chaque fois que je parle avec quelqu'un, en fait, il va m'inspirer pour quelque chose. Par exemple, tout à l'heure, on a eu l'occasion d'échanger un petit peu et je pensais déjà à la manière dont je pouvais travailler avec vous. Enfin voilà, vraiment, j'ai tout de suite, en fait, à partir du moment où j'ai quelqu'un en face de moi, la première chose que je vais faire, c'est peut-être une déformation professionnelle, hein. Mais la première chose que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le meilleur chez cette personne et comprendre qui elle est, comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter, en fait, tout simplement. Et après, évidemment, il y a des personnes qui m'ont énormément inspirée et sans qui j'en serais pas là aujourd'hui. La première personne, ça a été le premier coach de boxe que j'ai eu à l'université, qui était Franck Le Goff, qui m'a vraiment poussée à commencer la boxe française. Il m'a dit, écoute Rim, il faut absolument que tu fasses de la boxe, tu as un potentiel incroyable et puis crois en moi, on va y arriver. Puis ensuite, ça a été le deuxième coach de boxe que j'ai eu qui m'a vraiment tout appris, appris toutes les bases, etc. Puis le troisième, celui avec qui j'ai gagné le championnat du monde, avec qui j'ai gagné en assaut et en combat. Ça a été le formateur de l'école centrale, le fondateur de l'école centrale d'hypnose. Ça a été toutes les personnes en fait que je rencontre et auprès desquelles j'apprends sont pour moi pas des mentors, mais des figures qui me permettent d'avancer en tout cas. Ouais, ça c'est certain. Et je pense que c'est nécessaire en fait je pense qu'il faut cesser d'aller chercher uniquement les défauts des gens. On est beaucoup trop aujourd'hui à focaliser sur ce qui ne va pas et pas suffisamment à focaliser sur ce qui va en fait. Et quand on prend la peine vraiment de chercher à comprendre quelqu'un, chercher à découvrir quelqu'un, alors on se rend compte sincèrement, vraiment, que chaque personne a quelque chose à nous apporter.
sur différents plans. Peut-être que ça va être des petites choses, mais en réalité, on va découvrir vraiment qui on est et ce qu'on est, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut être et la manière dont on veut faire les choses par le relationnel à l'autre. Vraiment, je le pense sincèrement. Et c'est pour ça que n'importe quelle personne sur cette terre est en mesure de nous apporter quelque chose, de nous accompagner à faire quelque chose et de nous aider à avancer. Vraiment. Voilà. Après tout ce que vous avez accompli, travaillez-vous en ce moment sur un projet en particulier et qu'en est-il de l'avenir? Alors, oui, je travaille sur un beau projet. Alors, bon, déjà sportivement, j'ai les championnats de France là, le 25 avril, enfin le week-end du 25 avril. Bon, déjà le 1er février, j'ai les qualifications au championnat de France. 25 avril sont le championnat de France. Mois de septembre, j'espère les championnats du monde qui auront lieu en Autriche. Et professionnellement, j'ai un projet qui est évidemment de me développer encore davantage en hypnose, mais surtout, j'ai un énorme projet. J'y vais à tâtons parce que c'est pas encore, c'est encore du off. C'est pour ça que je mets un peu plus de temps. J'ai un gros projet qui est de développer le bien-être du corps et de l'esprit, c'est-à-dire de combiner toutes mes activités, de combiner tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai découvert, tout ce qu'on m'a partagé, tout ce qu'on m'a fait vivre depuis que je suis moi, et de permettre de transmettre aux autres à travers une structure qui leur permettrait de se découvrir physiquement et mentalement. Voilà. Aujourd'hui, les gens pensent, beaucoup trop de gens, même si ça évolue, hein, ça évolue de plus en plus, mais il y a encore trop de personnes qui pensent qu'on peut dissocier le physique et le psychologique, le physique et le mental. Le mental ne va pas sans le physique et le physique ne va pas sans le mental. C'est quelque chose de primordial. Aujourd'hui, si les gens ont mal au dos de manière répétée, c'est pas parce qu'elles ont mal au dos de manière répétée, c'est parce que psychologiquement elles ont développé quelque chose qui font qu'elles ont un mal de dos chronique. Okay. Les personnes qui sont en surpoids, par exemple, ne sont pas en surpoids simplement parce qu'elles mangent trop, c'est faux. Elles mangent trop parce qu'il y a une composante psychique et psychologique derrière. Les personnes qui sont en souffrance et qui ne voient que le négatif au quotidien ne sont pas des personnes qui sont négatives, hein, pas du tout. C'est des personnes qui sont en souffrance et qu'il faut accompagner. Et ça dans tous les domaines de la vie, en fait. Et le projet que j'ai, c'est vraiment ça. C'est de permettre à chacun de s'épanouir physiquement et psychologiquement à travers des compétences humaines, c'est-à-dire avec des spécialistes dans chaque domaine, physique et psychologique, de manière à leur apporter ce dont elles ont besoin. Voilà. Mais vous en saurez plus en me suivant. Voilà, ça va venir vite, hein. C'est pour 2000 bientôt. Et on a devant ça du coup. Alors, vous avez vu le beau teasing? Sur ces plateaux-là, on approche de la fin de la conférence. Et l'auditoire qui est présent aujourd'hui est composé en grande majorité de jeunes faisant partie du club sportif et ou tout simplement de personnalités qui cherchent à se dépasser, un peu comme vous. Est-ce que vous auriez un mot pour ce public, ou en tout cas pour vos jeunes supporters? Alors, en réalité, pour résumer en fait tout ce que je vous ai dit, faites ce que vous aimez, faites le bien. Croyez en vous, c'est-à-dire que aujourd'hui, tout est fait, vraiment tout est fait. Ça, notre